ton élection. Excellent. Féli Merci, Eric et merci Samuel, merci, Florence déjà pour me donner cette opportunité. Donc écoutez, le stade virtuel se remplit bien là, je vois au niveau des participants. Donc on va essayer d'être le plus pertinent possible là dans la définition du stade de demain. Donc pour ce faire, moi je vous invite, à regarder le programme du match, le plan de match, que j'ai concocté pour cette présentation. Donc, on va aller, vers une inévitable définition du stade et puis ses origines. On verra qu'il y a beaucoup de concepts qui se mettent en place assez rapidement et dont on voit encore les conséquences, aujourd'hui. On va développer le développement du stade, à l'ère de l'avènement du sport spectacle. Donc avec beaucoup de présentations visuelles, et on va essayer d'aller un petit peu faire de la prospective et voir un petit peu les tendances, en matière de nouvelles conceptions et de mutations. Voilà, donc voilà le programme, du jour. J'espère qu'il vous convient. Je vais essayer de le rendre, dynamique, en sachant qu'à la fin, il y aura donc une séance de questions, voilà. Donc on va commencer par, définir le stade. Hem, donc le stade, si on prend la définition du dictionnaire, c'est un terrain pourvu d'installations nécessaires à la pratique de sport et généralement, à l'accueil de spectateurs. Donc on va garder cette définition en tête, on va voir si, elle correspond toujours à la réalité du jour. Je pense que ça sera assez intéressant. Et dans l'Antiquité, c'était simplement donc une unité de mesure, la longueur d'un stade. Alors, est-ce que c'est la longueur de la course à pied qui a déterminé l'unité de mesure ou est-ce que c'est l'unité de mesure qui a déterminé la longueur de la course à pied? Je laisse libre à vos interprétations. Toujours est-il que ça eu pour conséquence de fournir, disons, déjà un premier modèle, d'infrastructure, on va l'appeler sportive, bien que à l'origine, la motivation sportive était assez secondaire. Donc là, ici, je vous présente le premier site référencé, d'installation sportive. Donc on est à Olympie, en Grèce. Donc vous voyez, hein, on va voyager dans le temps et aussi sur la planète, hein. Donc là, on est, donc sur un site religieux et le stade en question, je ne sais pas si on voit mon pointeur de souris, quand j'entoure, mais en haut de l'image, donc vous avez les vestiges d'un stade rudimentaire qui à l'époque donc c'est profitait d'une dépression naturelle, un talus, qui a ensuite été aménagé donc à l'occasion des 1ers jeux olympiques, hein, on en entend tous parler, donc qui était organisé dans la période hellénistique et ce modèle-là va se diffuser, va, se répéter dans d'autres, cités, du monde grec. Donc il faut savoir déjà on note déjà, au premier plan la présence d'un temple. Donc la 1re motivation, de construction de stade était intimement liée, à une connotation religieuse. Donc c'était un temps de fête et un temps de célébration, sur la discipline sportive, mais qui était aussi, lié à des rites religieux. Donc il y avait une notion de procession, il y avait une notion de présentation des athlètes, et déjà le modèle avec des tribunes, une tribune principale et une tribune ouverte pour le peuple était déjà mis en place. Voilà, donc là, ça c'est la reproduction, de stade d'Athènes, qui est donc une évolution du stade d'Olympie, où là aussi on est sur une dépression naturelle qu'on vient, habiller de marbre pour faire des gradins. Ça, c'est la reconstitution du stade en 1898 pour les jeux olympiques de l'ère moderne, qui ont été donc, mis en place, sur l'impulsion de Pierre de Coubertin et donc qui reprenait un petit peu les signes, de la période antique, puisqu'on était en pleine redécouverte à l'époque, de l'Antiquité et voilà, donc cette installation servait pour la course à pied et on voit certains aspects architecturaux qu'on reprend, actuellement dans le monde moderne, notamment au niveau de la protection des spectateurs, au niveau des lignes de visée, du confort des personnes. Hem, donc là, on va passer donc sur la définition et on va développer plus spécifiquement donc le développement du protostade, comme le produit d'une culture urbaine. Donc on va vite voir que c'est la cité, le rayonnement de la cité qui va motiver la production d'infrastructures sportives.
Et nous allons voir, combien son utilisation récurrente qui répond à un calendrier religieux puis politique, devient un support, pour les du sport, de l'événementiel, mais aussi un support social et déjà, un support économique, pour le développement économique des villes et tant et si bien que ça devient un composant de la planification de l'organisation des villes très tôt dans l'histoire. Et cette typologie, évoluera à travers le temps, Rome, le Moyen Âge et la Renaissance. Alors, je m'excuse par avance, là, c'est assez centré sur l'Europe dans les 1 temps. Voilà, parce que vis-à-vis des sources, biblio graphiques, voilà, c'est ce qui est plus accessible. Donc ici, pour reprendre l'évolution à partir des premiers stades, olympiques, on voit donc, en haut à Pompéi et en dessous donc c'est le Colisée de Rome, comment la civilisation romaine a repris les codes, de construction de grecque, pour pouvoir, eux, s'orienter, donc sur une pratique. Alors on va pas la nommer sportive, hein, parce que c'était quand même assez cruel, mais au moins voilà, c'était quand même à vocation, événementielle. Et cette volonté d'accueillir des spectateurs, avec des considérations déjà sociales très poussées puisqu'il y avait des tribunes, notamment au Colisée, pour les dirigeants de la cité. Ensuite, il y avait des tribunes pour les militaires. Au-dessus, vous avez la tribune pour le peuple. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ça, ce qui est très important, c'est la culture de l'évergétisme qui était, extrêmement diffusée. C'est-à-dire que ça consistait à, un magnat de la ville, un dirigeant qui finançait, l'organisation de certaines manifestations et qui donnait, en contrepartie, un accès libre au peuple. Donc ce qui fait qu'une fois que vous aviez premier arrivé, premier servi, une fois que vous aviez votre capacité maximale atteinte, c'était des émeutes, à l'extérieur. Donc c'était quelque chose d'assumé, qui créait aussi de la la demande en quelque sorte et le magnat, donc le dirigeant, en retour, recevait, donc un support du peuple, puisque c'est ça qui est recherché en 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 faisant la promotion de certains spectacles. Hem Et donc il y avait déjà une relation, un intérêt politique très, très fort, très, très marqué, mais qui tournait des fois court parce que ça devenait, une tribune, hein. Une tribune donc c'est un lieu où on conteste et il y a certaines fois où le pouvoir a été un petit peu brassé à ces occasions-là mais c'était assumé. C'est-à-dire qu'on était dans un calendrier de festivités, où la possibilité était donnée au peuple de se manifester. Donc il y a vraiment cette connotation-là dans le stade, romain, dont on a un petit peu hérité aussi à l'ère moderne, qu'on essaie de tempérer, quand on le peut, mais on verra que c'est parfois difficile. Donc on voit à quel point les infrastructures ici on voit la reproduction de la Rome, antique là en maquette. On voit à quel point les infrastructures, sont proches des outils politiques et constituent le maillage urbain. Donc là ici on a le Colisée qui est juste à côté du forum. Je ne sais pas si on voit mon pointeur là de souris, j'aurais peut-être dû vérifier. Hem et donc il y a donc un stade. Je passe sur les détails d'utilisation, hein, des infrastructures parce qu'elles sont vraiment multiples. Donc il y a le gymnase, l'amphithéâtre, le stade, l'arène, le cirque, qui viennent mailler le territoire et la ville et ce maillage-là, ce qui est remarquable, se retrouve dans tout le monde antique, aussi bien en Gaule que dans toutes les colonies romaines. Alors ensuite, à la chute, on considère que la chute de l'Empire romain, marque le pas un petit peu sur le développement d'infrastructures ludiques, événementielles. C'est tout à fait faux. On se rend compte qu'à l'analyse de certaines trames urbaines, au Moyen Âge, l'événementiel et le quotidien étaient intriqués. C'est-à-dire que là, on a un exemple d'une place urbaine à Chinchón, à côté de Madrid, en Espagne, où là, c'est une place, voilà, sur lequel il y a des commerces et qui se transforme le temps des férias en aréna. Alors, de corrida, là aussi, on est sur de l'événementiel, hein. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce un sport ou est-ce pas un sport? C'est pas la place. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que, hem, cet anneau-là de corrida a inspiré le modèle de corrida fermé, qu'on va connaître dans d'autres villes en Espagne et surtout avec
organisation en balcon. Le balcon va devenir un organe d'architecture et de constitution de l'arène tout à fait intéressant, puisqu'on l'utilise encore de nos jours pour nos installations. La preuve de ça, voilà, ça c'est un autre exemple, à Florence, sur la Piazza, Santa Croce, où là, on a un exemple de calcio storico, donc c'était un des ancêtres, du football actuel. Par convention, je vais appeler football le soccer, hein, autant vous le dire de suite. Voilà, donc c'est un exemple de rencontre, 4 quartiers qui se rencontrent depuis les années 1500, qui donnent donc lieu à des débats, vous imaginez, infinis. Et la place a vraiment, à mon sens, donne un héritage dans le football actuel, dans le sens où ses dimensions se rapprochent pour beaucoup à un terrain de football actuel. Donc à peu près 100 mètres par 60 mètres de large. Donc il y a pas il y a probablement un lien là qui n'est pas encore établi, mais on se rend compte que c'est le cadre urbain qui inspire la pratique, et la pratique s'inscrit dans ce cadre urbain aussi. Il y a une sorte de donnant-donnant, hein, évolutif au Moyen Âge. Donc on voit encore cette typologie de balcons là et de tribunes et puis d'aires de jeu. Alors pour l'anecdote, l'aréna, ce qu'on appelle arène aujourd'hui, c'est, en grec, c'est le sable, hein. Donc c'est vraiment la zone centrale de pratique. Et là, donc un autre exemple de diffusion de cette, typologie architecturale de balcon, là, c'est la Scala de Milan. Voilà, donc on vient couvrir donc un amphithéâtre, traditionnel d'un toit, et on récupère cette mise en scène urbaine qu'on va concentrer vers l'intérieur pour produire un nouvel archétype, qui va se développer aussi dans d'autres, circonstances. Ici, on est à Madrid, sur une typologie de balcon, avec un fronton consacré à la pelote, qui aujourd'hui est en désuétude, mais il y a des programmes de rénovation. On est dans un îlot urbain, vous ne savez pas à l'extérieur, hein, c'est une façade classique. Vous entrez à l'intérieur et vous êtes complètement émerveillé par l'unité architecturale de cet endroit. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à la période Moyen Âge et Renaissance. Hem, c'est parfait, donc j'enchaîne sur l'avènement du sport spectacle. C'est un gros cap. Hem, Cet avènement du sport spectacle, coïncide, avec le renouveau de l'olympisme et la révolution industrielle qui a lieu donc, surtout, en Angleterre à l'époque. Hem, donc si certains sports étaient pratiqués, déjà donc, à l'époque pré-révolution industrielle, je peux penser au cricket, à la boxe, aux activités hippiques, et qui ont déjà produit un certain nombre de protostades, voilà, de modèles de tribunes ou de l'accueil de public. Là, on va vraiment avoir quelque chose de très systématique et surtout qui va se diffuser dans le monde entier, très rapidement. Donc, et ça s'articule autour de 2 aspects. Il y a l'entrepreneuriat qui va donc, s'emparer de la codification du sport pour pouvoir, animer des clubs sportifs et produire des stades qui vont accueillir ces clubs sportifs. Et de l'autre côté, il y a le mouvement olympique qui va reprendre les codes, antiques au niveau architectural et organisation et programmatique pour pouvoir, renouveler donc dans une approche très hygiéniste, très, axé sur l'internationalisation, du sport, et de la pratique. Donc va développer un certain nombre de nouveaux modèles de stades, qui eux vont être beaucoup centrés sur l'athlétisme. Donc ça, on va avoir, donc 2 modèles qui vont cohabiter et dont on hérite encore aujourd'hui. C'est-à-dire le stade dédié à la pratique d'un club ou d'une franchise, sportive ou de plusieurs, et de l'autre côté le stade olympique, voilà, qui a plus une vocation, événementielle à un moment donné. Et voilà, donc c'est là qu'on va voir que les enjeux sont assez particuliers pour ces installations. Donc là, je vous présente le premier stade, disons, héritier de la période industrielle, révolution industrielle anglaise. Donc c'est un des premiers clubs de football qui a été créé à côté de Sheffield. Donc c'est tout à fait modeste, hein. Bon, c'est évidemment pas le stade de l'époque, mais bon, c'est un petit clin d'œil là qui montre que heu, l'évolution joue, parfois, certains tours à certains clubs. C'est parce qu'on était les premiers que forcément on a les plus belles installations. Là, c'est un petit peu le contre-exemple ici. Alors, c'est le 1er stade de Manchester United, c'est Old Trafford. Alors l'image en soi, elle est pas intéressante, elle est plutôt sur l'arrière
l'arrière-plan, puisqu'on voit les cheminées des usines. Donc ce développement des premiers stades en Angleterre est vraiment associé à un contexte industriel, puisque ce sont les entrepreneurs, anglais qui vont développer vraiment le sport professionnel, et particulièrement le football et le rugby, en Angleterre. La pratique aristocrate, héritée, des universités qui, eux, ont codifié à l'origine le football, va rester plus dans un champ amateur. Je vous renvoie à l'excellente, série, The English Game qui décrit cette dynamique vraiment vraiment fascinante. Et là donc on sent que c'est vraiment, le stade, c'est vraiment un outil du prolétariat. Voilà, dans les premiers temps en Angleterre, associé donc forcément des grandes dynasties, industrielles. Et donc de l'autre bord, l'autre face, c'est le mouvement olympique, qui lui reprend, comme je le disais, les codes antiques. Ici donc c'est le stade olympique de Berlin qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Donc là où on est vraiment très dépouillé et très, à l'image du message qu'on veut envoyer. Le sport, permet, un développement personnel et permet, un rayonnement à l'international, de par, ses qualités intrinsèques, et non pas par la valeur d'un contrat ou d'autres situations, annexes. Là, c'est vraiment voilà, la pratique qui est mise en valeur. Bon, ces valeurs ont évolué avec le temps, hein, mais c'était l'objectif initial. Et là, donc, j'ai mis aussi un autre clin d'œil. Là, c'est le Forum d'Inglewood, donc en Californie. Donc, je vous renvoie au nom Forum, qui évidemment a une connotation antique, puisque c'est un lieu de rencontre. Et dans la mise en forme aussi, on voit encore cette architecture d'arcade qui caractérise le Colisée. L'arcade, donc, où on circule dessous, voilà, c'est un élément d'accueil architectural qui permet d'être déjà à l'intérieur du stade, sans pour autant franchir une porte. Là, donc, nous avons aussi un autre exemple, une autre interprétation, de ce style, là néoclassique. Donc c'est le Lambeau Field, des Green Bay Packers, qui sont d'actualité puisqu'il y a un match décisif pour eux à la fin de la semaine. Donc voilà, c'est un des exemples de stade de NFL qui, Heu, joue des paradoxes puisque c'est l'endroit le plus froid, on a l'habitude de dire pour jouer des matchs de football américain, et qui offre quand même des conditions d'accueil et assez spartiates pour, reprendre un vocabulaire, heu, antique. En revanche, c'est, le record de guichets fermés, de sold out depuis, 1956. Donc, comme quoi, il y a des contre-exemples qui ont la vie dure. Et là donc, l'autre aspect de l'évolution, des stades, c'est l'utilisation très rapide, des outils techniques, du béton, de l'acier, pour pouvoir voilà, mettre en place des prouesses, structurelles. Et on va se tourner, sur des installations sportives, heu, qui sont, moins, attachées à une vision de façade, architecturale, disons, antique. On va vraiment, avoir une vision brutaliste, et très axée sur le matériau, sur toute une génération de stades qui ont parsemé notamment l'Amérique du Nord. Donc là, c'est le Shea Stadium de New York qui a depuis été détruit. Mais dont, voilà, les exemples sont extrêmement nombreux en Amérique du Nord, et on en a encore, qui sont, en service, avec là aussi paradoxalement un attachement, assez important des utilisateurs malgré les conditions de confort qui ne sont pas du tout à jour. Et il y a toujours ce petit, feeling, nostalgique et attachant là qui se fait sur ce genre d'installation, qui pourtant, à premier regard n'a rien de très accueillant. Donc ça symbolise, le glissement, progressif entre, le spectateur sportif qui était promu, par Pierre de Coubertin, puisque pour lui, les masses de spectateurs, c'était des sportsmen et qui venaient voir des sportifs pour pouvoir améliorer leur propre pratique. Et là, on glisse vers un spectateur averti, vers un spectateur plus, donc orienté, divertissement. Ses motivations vont être autres, plus une occupation de loisir, vers, jusqu'à la génération de téléspectateurs,
et aujourd'hui, on va encore, une coche au-delà, on le verra plus tard. Donc ça a pour impact sur les stades d'intégrer les besoins de la télévision qui deviennent centraux, dans la vie des stades et des clubs. Une certaine diversification du public. Donc, on peut passer d'un public qui était très populaire ou à contrario, en fonction des contextes, un public qui était très aristocratique ou de classe sociale, d'extraction sociale élevée, vers plus de mixité. Et le développement, comme Eric l'expliquait, de la fan expérience et le développement aussi à côté de ça, qui est assez important et parlant de beaucoup de métiers connexes, à savoir donc des cabinets d'architectes qui deviennent spécialisés à rayonnement mondial, qui vont prendre en charge donc le développement, au XXe siècle des concepts de stades, la création de beaucoup de métiers connexes, de la sécurité, de l'événementiel, du ticketing, des stadium managers. Voilà, tout un tas d'un écosystème qui tourne autour du stade pour pouvoir le faire vivre et le rendre attractif. Heu et ça, donc ça se traduit, par certaines, concrétisations architecturales et urbaines. Donc là, on a le stade La Bombonera de Boca Juniors, donc en Argentine, où là, on voit cette tribune, immeuble en fond, qui elle est réservée donc plutôt aux dirigeants, mais des dirigeants plutôt impliqués puisque c'est pas les derniers à pousser leur équipe comme il se doit en Argentine et puis donc devant cette tribune qui lui fait face, une grande tribune en U, avec toute la symbolique que ça a finalement face au pouvoir, la tribune populaire. Et donc le terrain, au milieu avec les joueurs de Boca Juniors, qui lui s'oppose complètement dans la vision des choses au stade de River Plate que je n'ai pas mis, mais qui est plus d'inspiration olympique avec des spectateurs beaucoup plus éloignés du terrain et qui a une autre, approche, de la vie de club. Donc cet, développement de la fan expérience et diversification du public a aussi conduit à, le développement de plusieurs, zones de tarification et ça a des impacts directs sur l'architecture puisqu'on va sectionner, au maximum, pour des problèmes de visibilité aussi, on va diviser au maximum la tribune qui n'est plus un bloc, uni et qui forme un pack complet de spectateurs. Ça permet de diversifier au niveau des publics, de diversifier l'offre en termes de sièges à prestation. Tout en garantissant aussi un certain, impact visuel, parce que c'est quand même assez fascinant de voir cette configuration-là. Donc là, c'est sur le nouveau stade des Chargers, à Los Angeles, qui est en cours de construction. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu je dirais à la croisée des chemins, au niveau du stade moderne. Il est au centre d'enjeux et de stratégies diverses, donc d'enjeux sportifs d'abord. C'est vrai qu'on y pense, de moins en moins, mais on est quand même là, le sportif est quand même au centre de l'installation ou je dirais plutôt l'acteur, hein, plutôt que le sportif puisqu'on voit que ça se diversifie. C'est aussi un enjeu politique, heu, puisqu'évidemment, le stade fait rayonner le territoire. C'est un enjeu social puisque ça reste un lieu de rencontre, et un lieu de rassemblement, assez mixé, et voilà, c'est quand même un cas, rare dans la société actuelle de mixité. C'est un enjeu, économique évidemment, puisque, ça a un coût, ça génère des revenus. Est-ce que ça couvre les coûts initiaux? Ça, c'est la perpétuelle question, ça dépend comment on aborde la problématique et ça devient, un enjeu urbain, heu, parce qu'il y a une concurrence, exacerbée, au niveau économique, et au niveau des utilisations, entre les loisirs et donc le stade, heu, on prend une grande part. Il y a une volonté de rentabilisation, c'est logique, d'autant que le privé, souvent seul ne parvient pas à générer, ou à garantir des financements suffisants, donc il se tourne, historiquement vers le public de manière directe, indirecte. C'est beaucoup le cas en France, là, culturellement, puisqu'il y avait donc une connotation, de sport, organisé, municipal et gouvernemental. C'est moins le cas dans d'autres pays où l'entrepreneuriat est vu de façon différente
Mais dans les 2 cas, au final, vous avez toujours une contribution du public, que ce soit en termes de moyens humains, de mise en place de réseaux, mise à disposition de services, de transport public. Il y a toujours entremise du public. Donc c'est ce jeu-là, au niveau de la stratégie actuelle. D'ailleurs, pour revenir sur la part de financement, public ou privé, donc on voit là, sur cette carte, quels sont les territoires qui sont, à plus de 50 de propriété, privée, au niveau de les installations. Alors propriété privée ne veut pas dire forcément, financement, public absent, hein, c'est pas le débat, mais en revanche, on voit que c'est vraiment l'Angleterre, les pays scandinaves qui portent ce modèle, beaucoup et par exemple l'Allemagne, est encore, assez tributaire de financement public à ce niveau. Alors, on arrive à 30 minutes, pour aborder le stade contemporain. Moi, ça me paraît bon, parce qu'on va voir les enjeux. Donc par rapport à ces enjeux, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est dans une stratégie de mitigation des risques, puisque c'est un investissement qui est important. Donc vis-à-vis de cette mitigation, il y a un socle, commun, de tous les acteurs du sport qui s'engagent à la construction de stades. Heu, Quand je dis commun, c'est qu'il est extrêmement diffusé de par le monde, quelle que soit la dimension de votre projet de stade. Donc à défaut de centralité, on recherche, des associations, la création de hubs événementiels et de loisirs et qui vont être aussi associés avec des programmes, de promotion immobilière. Voilà, qui vont permettre le financement de votre stade en parallèle. Le deuxième axe, c'est créer un stade versatile. On recherche une utilisation permanente du stade malgré la mobilisation d'un terrain qui fait, 10 000 m². On veut, optimiser, à juste titre le potentiel du stade, donc c'est cette recherche, là. Donc là, on prend bien en considération que ça devient un outil de communication territoriale et surtout un outil, de concurrence territoriale. C'est ça l'enjeu, puisqu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, souvent donc les municipalités ou les institutions publiques sont souvent, heu, je vais pas dire en otage, c'est peut-être fort, mais il y a toujours cette volonté ou cette épée de Damoclès là de déménagement pour les franchises si les conditions d'accueil ne sont pas réunies et c'est souvent un sujet, au-delà du sportif, au-delà de la constitution de votre équipe de sport. C'est souvent par le stade là que les mouvements se font, les mouvements de franchise, les mouvements de club, les créations et les opportunités du territoire. Donc les pouvoirs publics en ont bien conscience. Il n'en reste pas moins que tout le challenge reste à pouvoir justifier auprès de la population de financement public. Là, je l'aborde en aparté, hein, c'est pas la thématique centrale, mais ça reste quand même un enjeu majeur actuel, puisqu'il y a bon nombre de projets qui pensaient être développés sur un modèle public-privé qui sont devenus caducs de par le temps. Donc cette recherche de centralité, et la création de hubs événementiels, là, j'ai extrait, sur un document de KPMG, la localisation des projets de stade, dans un contexte, de centre-ville, semi-urbain ou hors de la ville et on se rend compte que malgré les incantations, et malgré les volontés de certains organisateurs de se rapprocher de la ville-centre, il y a toujours, le dehors de la ville et le contexte semi-urbain qui reste majoritaire. Et je dirais même que la tendance va de plus en plus vers ça. Alors évidemment, ça dit beaucoup de choses, hein, vis-à-vis du contexte urbain. On ne peut pas forcément, monopoliser, un emplacement de stade près des centres-villes, mais ça dit aussi des choses sur le modèle qu'on veut imposer. Est-ce qu'on a toujours besoin de stationnement de véhicules? Est-ce que, l'argument, des transports en commun n'est pas assez mis en avant? Est-ce que voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent expliquer cela. Mais bon, voilà. Là donc voilà, donc, ici on a Toronto là pour ceux qui, beaucoup connaissent. C'est un exemple, assez symptomatique des hubs événementiels. Alors est-ce que ça a été fait à dessein, avec une volonté planifiée? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on se retrouve donc au centre de Toronto, à la base donc de la tour CN.
à proximité d'un stade de baseball, à proximité d'un aquarium, à proximité d'un musée, dédié au ferroviaire et à proximité d'une aréna de hockey sur glace là qui est à 2 pas. Et si on continue encore un petit peu plus loin, vous avez le stade de soccer de football de Toronto. Je peux vous assurer que quand il y a 3 matchs, ce qui arrive, 3 rencontres en même temps, c'est toute une expérience de transiter par cet espace-là. Et ça, c'est, c'est une réussite urbaine parce que c'est actif et c'est surtout identifié au centre-ville de Toronto qui, a priori, ne rassemble pas la majorité de la population, mais qui reste quand même, identifié comme un pôle de divertissement, qui est devenu. Là, nous, on est dans un autre contexte, on est à Miami, donc le Hard Rock ouais, le Hard Rock Stadium tout court, excusez-moi, qui a hébergé donc les finales de la NFL il y a quelque temps, le Super Bowl. Donc vous voyez, on est encore dans une typologie assez datée, avec des stationnements en masse, mais on a quand même, un projet de développement, associé avec le tennis, et surtout la création d'un circuit de Formule 1 qui va être mis en service l'année prochaine, et qui va tourner autour du stade. Donc, vous imaginez l'impact pour les gestionnaires du stade là, qui vont avoir leur infrastructure diffusée dans le monde entier. 56 fois pendant 2 heures, on verra le stade. Donc, c'est toute une opération. Et là, on est vraiment dans l'esprit hub événementiel, euh, un petit peu dissocié du centre urbain, mais qui a un intérêt parce qu'il est placé sur des axes de communication forts et sur un territoire vraiment dédié à l'entertainment. Donc voilà, ça conclut la mitigation des risques. Ça aussi pour cette volonté de mitiger un petit peu la prise de risque, ça produit aussi des stades qui ont tendance à être un petit peu plus petits qu'à l'ère qu'au milieu du XXe siècle, notamment donc sur les marchés de MLS et du baseball. On est passé sur des capacités de 30 à 40 000 sur des stades de 20 à 25 000 pour la MLS, hormis Atlanta, d'autres contre-exemples. Et également aussi pour le baseball où on se rend compte que disons que la ligne d'étiage se situe entre 35 et 40 000 places. Tout dépend des contextes et des marchés évidemment, mais il y a quand même cette tendance baissière à la baisse là, marquée sur ces infrastructures-là. Et c'est surtout corrélé à l'étude coût des places, c'est-à-dire combien coûte votre stade à la place fournie, construite. Donc là, c'est très variable, hein. Le coût des places, ça varie donc de 1 500 à 10 000 la place, en fonction des contextes aussi. Donc il y a tout un panel après derrière, quelles sont les prestations que vous amenez derrière, comment vous l'animez, est-ce que vous faites des installations extérieures, il y a toutes ces considérations-là. Mais voilà, donc ça donne un petit ordre d'idée par rapport au marché actuel. Euh, donc, ce socle commun, par rapport à ces enjeux et ce socle commun des risques, il y a 2 attitudes là qu'on peut déceler et qu'on peut prévoir. La première, c'est l'hyperprésence. C'est le stade hyperprésent, le stade high-tech, qui va s'appuyer sur une énorme modularité, qui va s'appuyer aussi sur de la high-tech au niveau financement et montage d'opérations, et qui va produire une génération de stades iconiques, où on va aller chercher le geste architectural pour pouvoir être identifié et pour pouvoir générer de la vue tout simplement. Donc ces exemples-là, on peut les voir sur le stade de Lille, qui est un exemple de stade construit en 2012 pour l'Euro 2016 pardon, en France, où là, donc sur la partie basse, vous voyez que le demi-stade s'escamote pour pouvoir créer l'événementiel, créer des matchs de handball, de basketball, de tennis, des concerts, et tout ça donc en étant couvert, donc sur un stade de 50 000 places. Euh, donc là, voilà, c'était la finale 2014 de la Coupe Davis de tennis. Je me rappelle bien, c'était France contre la Suisse. Et donc, voilà, ça donne beaucoup de possibilités en termes de versatilité. Et la contrepartie, c'est un investissement qui est très important. Là aussi, on a l'exemple de la Paris Défense Arena, où là, on est sur un club de rugby. Donc, la volonté des promoteurs, du propriétaire du club de rugby, c'est on va faire du rugby dans une salle de spectacle. Voilà, on a pris le problème à l'inverse.
Ce qui fait que tout est orienté vers l'événementiel. Ici, je vous montre un match de rugby, ce qui est l'exception finalement. Le reste de la semaine, c'est vraiment une salle de spectacle qui fonctionne plutôt bien bon, pendant cette période et qui fonctionnait avant 2020 plutôt bien, suivant les prévisions. Donc c'est tout un paradigme qui est renversé. Et l'autre exemple de communication territoriale et de hub événementiel, c'est le projet du nouveau stade de Milan, qui a pour ambition donc, de détruire l'actuel San Siro et d'avoir un projet de rénovation de tout cet îlot, tout ce morceau de ville, avec une offre euh, en parc, une offre en stationnement, une offre en commerce et une offre aussi de bureaux et d'opérations en promotion pour pouvoir financer une partie du stade. Alors, l'actualité chaude de ce projet-là, puisque je vous en ai esquissé 2 mots tout à l'heure, c'est que le projet est en passe d'être abandonné parce que la destruction du vieux San Siro, mais qui est tellement iconique, ne passe pas auprès des élus locaux, alors que tout a été fait en termes de communication, de stratégie, voilà, de de diffusion pardon, de l'information. Voilà, ça a été fait avec beaucoup de tact. Voilà. Toujours est-il que ce projet semble un petit peu à l'arrêt actuellement. Donc, et là, je vous parlais de réduction de capacité. On passerait donc d'un stade de 85 000 places pour San Siro actuel à un stade de 45 000 places. Donc, tout ça pour comprimer la demande et rendre le stade beaucoup plus rentable. La Juventus l'avait fait il y a quelques années. Donc, toute une génération de stades italiens va vers ce modèle-là également pour l'AS Roma actuellement. Donc, je vous parlais d'architecture iconique et de hub événementiel. Je crois que là, la meilleure traduction, c'est le stade Allegiant Stadium de Las Vegas. On est à 2 pas du Strip. On est sur une architecture qu'on veut iconique, avec une pelouse rétractable. Voilà, c'est assez spectaculaire. Notre exemple assez similaire, donc c'est le US Bank Stadium de Minnesota, les Vikings. Donc là aussi, on est sur des verrières absolument gigantesques, ouvrables. Alors, en été. En revanche, on est vraiment sur quelque chose de très spectaculaire avec une verrière. Et donc l'expérience est assez fantastique sur ce stade-là. Et donc le stade de Mercedes-Benz d'Atlanta, où là, la référence des concepteurs, je vous la laisse, c'est une référence antique, au niveau de l'œil central là, lumineux. Mais c'est un objet très technique, hyper élaboré, hyper sophistiqué, et qui s'adapte en fonction des configurations de football et de football américain. Là, on est en configuration football. Donc, on profite des masquages de la dernière volée de gradins pour pouvoir faire de l'affichage événementiel et publicitaire. Et là, donc, on est sur un exemple au Qatar, un stade pour la Coupe du Monde. Quand je vous parlais d'outils de communication territoriale, là, c'est de communication vraiment géopolitique, puisqu'on a beaucoup critiqué l'attribution du Qatar pour cette Coupe du Monde. Et là, donc, la stratégie pour ce stade-là, ça a été de le faire complètement démontable et d'utiliser les ressources locales, à savoir des conteneurs. Donc, à terme, ce stade sera évacué à 80%, il restera juste des tribunes pour 10 000 places. Donc ça donne une traduction architecturale assez particulière, mais on répond vraiment à une stratégie là de pacification, je dirais, au niveau du message. Donc en face de ça, ce qui est assez important de noter, à côté de l'hyperprésence, on a l'hyperdilution et avoir une approche, sinon low-tech, au moins à ambition très ciblée. Alors je vais m'expliquer. Ce stade, excusez-moi. Ce stade donc est souvent le projet de stade va devenir porteur de message. C'est-à-dire que pour faire passer la construction d'un stade qui peut être source de conflits ou de discussions sans fin, on va souvent l'adosser à quelque chose de plus vertueux. Voilà, je cherchais le terme, donc je reviens là-dessus. Par exemple, de la rénovation donc de la salle des Kraken pour la LNH, donc Kimet Page, qui est Amazon hein, en arrière-plan, mais toujours est-il qu'il y a une communication voilà, sur les enjeux climatiques sur cette salle.
Ici, donc, on a le stade pour les Green Forest en Angleterre. Donc, c'est le premier stade entièrement en bois que le club qui aujourd'hui navigue dans les divisions inférieures a pour ambition de construire dans une prairie. Et on se tourne également à côté de la notion de message sur une scénographie urbaine. Donc là, on va réutiliser les codes de l'environnement urbain. C'est lui qui va faire le travail, clairement. Donc on installe des infrastructures temporaires à l'intérieur d'un cadre urbain iconique et on a la mise en place. Voilà, au niveau des accès, c'est central. Et au niveau des tribunes, une fois que l'événement est passé, on évacue tout et on peut imaginer que ces tribunes soient récupérées et éventuellement déployées dans d'autres endroits. Donc là, c'est vraiment une volonté d'adaptation qui est vraiment développée par le CIO, par le comité olympique là, pour les futurs Jeux olympiques. Et ce mouvement a vraiment pris son envol lors de Londres 2012. Et là, Paris 2024 s'appuiera beaucoup sur des infrastructures de ce type. Et le dernier exemple par rapport à cette scénographie urbaine, là, on est à Singapour, donc sur un stade qui flotte autour d'un circuit de Formule 1. Donc là aussi, prend, heu, on prend les qualités donc du contexte urbain pour créer quelque chose d'assez atypique. Alors l'autre stratégie par rapport à cette hyperdilution, c'est on se tourne vraiment sur la diffusion et là aussi, sur la diffusion télé ou la diffusion numérique. Donc là, on participe vraiment à un processus de numérisation de l'événement sportif qui est irréversible à mon sens. Donc là, c'était les finales 2020 à Orlando de la NBA. Et là, donc heu, en catastrophe, le commissionnaire a sollicité Orlando pour pouvoir accueillir les finales puisqu'il n'y avait plus besoin de spectateurs. Il ne voulait pas offrir des tribunes vides pour ces occasions-là. Donc ils ont Disney a repris le contrat et a développé un modèle d'aréna. Ici, on n'est pas dans un stade, mais d'aréna un petit peu là, très, très du futur. Là, vraiment, on est hyper connecté, on est vraiment calibré sur la retransmission télé. Et là, il se trouve que la semaine dernière, une franchise de NBA est en train de développer son arena dans le métaverse. C'est encore une coche au-dessus. Donc, avec toutes les perspectives qui s'ouvrent avec ce genre d'évolution, c'est-à-dire que vous allez certainement pouvoir vivre des événements dans une arena virtuelle. Avec du vrai jeu, avec des vrais sportifs, mais la notion de localisation sera complètement secondaire. Donc, toutes les perspectives en termes d'organisation et de génération de revenus nouveaux s'ouvrent face cette nouvelle réalité. Et là, bon, sur une échelle un petit peu plus modeste, il y a une autre tendance, c'est d'équiper des infrastructures qui ne sont pas forcément dédiées à ça à la base. Ici, il y a un centre d'exposition qu'on vient habiller pour faire de l'événementiel handball, en l'occurrence, en France. Ça aussi, c'est une grosse tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas un équipement qui est dédié au sport, mais plutôt orienté expo, qu'on va habiller et équiper de manière temporaire. Là, on contrôle les coûts, on contrôle aussi beaucoup l'atmosphère visuelle et on produit l'événement et après on fait les comptes. En général, c'est rentable quand il y a de l'attrait et surtout, ça permet de ne pas avoir une structure à demeure pour les franchises et les clubs. C'est pour ça que je parle d'hyper-dilution. Et là, c'est une division, pour terminer, un petit peu hybride, qui a été développée par les spécialistes de la conception, de stades dans le monde, à savoir Populous, firme d'architecture, donc de Kansas City. On leur a demandé de développer le stade du futur pour eux, eux qui sont en prise directe avec la réalité du marché. Donc on voit encore la présence de tribunes, traditionnelles. En revanche, on essaie, de porter un message écologique sur le toit, vous voyez? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure et de se tourner vers la ville en prolongeant la tribune du côté extérieur vers des installations de divertissement, là, apparemment un aquarium ou une piscine ouverte. Donc voilà, il y a cette volonté un petit peu de briser le carcan du stade qui aujourd'hui est à une vraie étape charnière dans son évolution.
Et donc pour terminer, voilà une dernière image d'un stade que j'aime beaucoup, le stade de Barcelone. Donc Barcelone, c'est, Metz qui est mon club, donc j'espère, à travers de cette, présentation que, vous avoir convaincu que le stade, c'est plus qu'un stade, dans le fond. Merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant, les notions de hub, les tendances vers des plus petits stades, des multifonctions qui flippent, tout ça. Stéphane, j'aurais deux, trois questions avant de donner la parole au public, là. Je crois que c'est les Jeux olympiques d'Atlanta qui ont commencé le bal, mais cette notion-là de projet de stade éphémère, tu sais, où dans le projet, on construit les installations pour les détruire par la suite. Oui, Bon, ça date quand même d'un temps. J'ai entendu parler, je suis pas un expert comme toi, là, de cette tendance-là. Tu n'as pas fait allusion. Est-ce que c'est moi qui est dans le champ ou qu'est-ce c que tu peux nous parler, nous dire autour de ce sujet-là, le stade ouais. éphémère? Alors le stade éphémère, pour la petite histoire ou peut-être pour la grande, les premiers stades, dédiés aux Jeux olympiques étaient des stades éphémères. Si tu es à côté des centres religieux, c'était, on le pense, des petites structures en bois, qui étaient démontées. Et ça, le CIO, donc a repris, suite donc à des épisodes, olympiques, assez difficiles en termes financiers, d'investissements qui sont difficilement rentabilisés une fois l'événement passé. Donc le CIO a orienté sa politique à partir de vraiment, marqué noir sur blanc à partir des Jeux olympiques de 2012 où là, il y a eu donc ce mouvement, la piscine a été démontée, le stade, d'athlétisme a été, revendu, à West Ham, un club de football de la région. Donc il y avait vraiment ces notions-là. Pékin aussi a suivi et a fait aussi son lot d'infrastructures démontables. Donc c'est vraiment dans la logique des choses et les jeux olympiques d'hiver aussi n'y échappent pas puisque le stade de Pyongyang, non pas Pyongyang, excusez-moi, le stade de le stade olympique en Corée du Sud a été démonté, une fois l'événement passé. Donc ça c'est une tendance lourde, mais qui est vraiment aujourd'hui qu'on a, du côté, du mouvement olympique, mais qui aujourd'hui, dans le cadre d'utilisation de clubs ou de franchises, reste assez sporadique comme approche. Mais on l'aperçoit là sur des stades, des équipements plus confidentiels ou de